Et bonjour à tous. Alors, moi, je suis le dernier à présenter. Donc, c'est dans la suite de ce qu'a présenté Gabin, vu qu'il a présenté les scénarios que nous, on a travaillé avec le modèle Mosaica. Euh, donc, l'idée, c'est d'évaluer la capacité de la production agricole locale à fournir les produits alimentaires pour satisfaire les besoins en quantité et en qualité de la population. C'est-à-dire que nous, on a plus travaillé sur la phase production que sur la phase consommation. Donc l'idée, c'est de regarder si on peut produire ces volumes dans les différents scénarios et d'identifier éventuellement les points de blocage qui pourraient pour satisfaire ces scénarios, d'évaluer les conséquences pour l'agriculture locale, donc notamment les substitutions de surface et les impacts sur les autres cultures, et éventuellement si fournir des recommandations de politique publique qui visent à obtenir des niveaux satisfaisants et fournir on va dire, des sols qui pourraient être analysés par ACV derrière. Donc, les quatre scénarios, on les retrouve. Le scénario de base, situation actuelle. Le scénario 1, donc c'est les mêmes que ceux que Gabin présentait. Relocalisation. 2, équilibre nutritionnel. Et 3, relocalisation et équilibre nutritionnel. Et donc, les hypothèses qu'on a retenues, mais qui sont aussi des leviers qu'on pourrait activer, mais on verra ça plus tard, c'est qu'on a travaillé à SAU constante, donc pas de mise en culture de nouvelles terres. Les surfaces et les ressources des exploitations restent constantes, c'est-à-dire que les structures d'exploitation ne changent pas. On n'a pas d'exploitations qui peuvent s'agrandir ou d'exploitations qui peuvent mobiliser de la main-d'œuvre à l'extérieur. Et les techniques de production restent constantes, donc ça veut dire qu'on travaille avec des rendements actuels, des itinéraires techniques actuels. Donc le travail il a été fait en utilisant le modèle mathématique Mosaica à l'échelle territoriale. Donc comme plusieurs de mes collègues, c'est de l'optimisation sous contrainte. Donc l'idée c'est de simuler la prise de décision des agriculteurs, parce qu'on pense que c'est l'échelle à laquelle se prennent les décisions de mise en culture. Et donc l'idée c'est de partir du principe qu'on maximise le profit qu'un agriculteur essaye de faire sur son exploitation. Et son exploitation, c'est un ensemble de parcelles. Donc, pour monter ce modèle, on a utilisé trois grandes bases de données qu'on a mises ensemble. La première, c'est la base de données RPG, donc c'est les déclarations de surface des agriculteurs. Donc, cette base-là, elle nous permet d'avoir pour toutes les parcelles déclarées une géolocalisation et un usage des sols. Elle a aussi l'avantage de nous donner un identifiant d'exploitants, ce qui fait qu'en fait, on peut regrouper les différentes parcelles comme si c'était des exploitations. Donc ça nous permet d'accéder à l'échelle exploitation. Ensuite, on utilise une base de données, on va dire grosso modo pédoclimatique, vu qu'on a la géolocalisation de chacune de nos parcelles. Donc on peut déterminer la catégorie de sol, le type de pluviométrie, la pente, etc., ce qui peut nous permettre d'avoir des caractéristiques spécifiques pour chacune des parcelles et donc pour chacune des parcelles de l'exploitant agricole. Et à ça, on a couplé la base de données dont parlait Gabin tout à l'heure d'itinéraires techniques. C'est-à-dire on a regardé pour chacune des grandes cultures de la base déclaration de surface, les grandes pratiques qu'on peut retrouver en Guadeloupe et qui sont généralement relativement bien localisées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la canne de la même façon. En tout cas, on n'a pas les mêmes rendements selon les différentes régions. On ne fait pas l'igname de la même façon en basse terre, en grande terre. Et donc, on se retrouve en croisant tout ça avec pour chacune des parcelles un espace des possibles, des cultures et des pratiques qu'on peut faire sur cette parcelle. Euh, voilà. Et donc, après, on va faire tourner notre modèle de manière à ce que chaque agriculteur optimise son assolement avec l'espace des possibles qu'il a sur chacune de ses parcelles. Et on a aussi quelques contraintes qu'on met au niveau du territoire tout entier, qui peut être par exemple la capacité de broyage de l'usine de canne à sucre ou la quantité de quotas bananes. Et donc tout ça, ça nous fait un ensemble d'objectifs et de contraintes qui nous permet de simuler la sole guadeloupéenne. Donc on fait tourner notre modèle et on se rapproche relativement bien de l'assolement actuel qu'on peut observer sur le sol guadeloupéen. Et une fois qu'on a ce modèle-là qui est bien calibré, on peut bouger certains paramètres de manière à voir ce qui va se passer et comment on peut avoir un réagencement des surfaces par culture.
Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc ça nous permet de tester des leviers. Et donc les sorties, c'est l'assolement régional. Et sachant qu'on a la pratique culturelle sur chacune des parcelles, ça nous permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs derrière, notamment le temps de travail, la marge brute. Et donc, on peut calculer derrière des revenus d'exploitants, on peut calculer des quantités de main-d'œuvre nécessaires, on peut calculer des volumes de production. Et si on les ajoute au niveau du territoire, on a de la production au niveau du territoire, de la main-d'œuvre au niveau du territoire, et voire même des niveaux de revenus globaux. Voilà, donc on a simulé ces trois scénarios. Donc, les trois premières lignes, en fait, c'est les objectifs qu'on a demandé à notre modèle de satisfaire. Donc, on a forcé le modèle à faire un certain volume de fruits, un certain volume de légumes et tubercules et un certain volume de, en l'occurrence, là, c'est une certaine surface en pâturage naturel. Donc, le modèle satisfait l'obligation qu'on lui donne. Et on voit donc en termes de surface ce que ça donne. Et ce que ça donne également, et ça c'est les trois lignes du bas, sur les autres cultures qui peuvent être faites. Donc actuellement, juste pour ceux qui verraient des chiffres un peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir, euh, la base de comment on l'appelle, la base RPG, donc la base de déclaration des surfaces, elle n'est faite que sur les parcelles qui sont déclarées. Donc c'est à peu près 80% des surfaces agricoles, mais il nous manque certaines parcelles qui passent un peu sous les radars. Donc on peut avoir quelques décalages de chiffres par rapport à d'autres sources de statistiques. Euh, En tout cas, voilà, on a 900 hectares de fruits, on a 1400 hectares de légumes et tubercules, 6000 hectares de pâturage naturel, 1700 hectares de bananes, 13 000 quasiment hectares de cannes et 400 hectares de jachères. Donc ça, c'est ce que nous donne notre modèle calibré. Et à partir de là, on va forcer les volumes suivants. Donc comme disait Gabin tout à l'heure, le scénario S1, on a doublé la quantité de fruits, doublé la quantité de légumes et doublé les surfaces en bovins. Donc après, pardon, oui, les quantités de fruits et légumes et les quantités de tubercules. C'est pour ça que c'est pas un doublement forcément des surfaces, puisqu'il peut y avoir des switches sur certains itinéraires techniques. Par exemple, pour l'igname, on a deux itinéraires techniques différents. Donc, ce qu'on observe dans le scénario autonomie, et une dernière chose, pourquoi est-ce qu'on a choisi de doubler? Parce qu'il y a un rapport de l'ODADOM qui nous disait 50% d'autonomie en fruits et en légumes. Donc, on s'est dit, bon, on va regarder si on faisait 100%. Donc, qu'est-ce qu'on observe un peu sans surprise, mais qui est quand même intéressant à voir, c'est que si on favorise les cultures pour l'autonomie alimentaire, c'est au détriment des cultures d'exportation, vu qu'on est en SAU constante. Donc, disparition de la banane export. On divise les surfaces en canne à sucre par 3-4. Et voilà, c'est les principales conclusions. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que les exploitations dans lesquelles il y a de la main-d'œuvre qui sont susceptibles de faire ces cultures à haut besoin en main-d'œuvre, qui sont maraîchage, fruits et tubercules, les seules exploitations qui ont de la main-d'œuvre aujourd'hui, ce sont les exploitations de bananes. Et donc, c'est les premières exploitations qui switchent et qui arrêtent ces cultures-là. Pour le scénario Nutri, on voit que finalement, ça ne change pas grand-chose au niveau des volumes demandés, donc ça ne change pas grand-chose au niveau de l'assolement. Il faut faire un petit peu plus de légumes. Et pour le scénario Nutri plus autonomie, par contre, c'est des volumes très importants qui sont demandés, notamment en surface bovine, ce qui fait qu'on se retrouve avec une chute drastique de la canne à sucre. Euh, donc, pour que le modèle puisse accepter de faire ces scénarios-là, il faut cependant ajouter des besoins en main-d'œuvre aux exploitations agricoles. C'est-à-dire que même si on utilise à main-d'œuvre constante, on ne peut pas fournir ces volumes-là. Il faut de toute façon augmenter la main-d'œuvre dans les exploitations agricoles. Entre 10 et 60% selon les scénarios, et certainement beaucoup plus sur certaines exploitations. Par exemple, une petite exploitation agricole cannière qui serait dans le nord grande terre avec 1 ou 2 hectares, on voit bien que la main-d'œuvre serait absolument pas suffisante pour pouvoir faire du maraîchage ou de l'igname en grande quantité. Donc là, effectivement, on voit les surfaces en banane export et canne qui sont fortement mobilisées.
et ça pose la question des risques sanitaires potentiels si on se retrouve avec de l'élevage des cultures légumières et tubercules en zone à risque chlordécone, puisque ce sont les premières qui sont susceptibles d'être mobilisées. Donc, on a commencé à regarder des scénarios où on interdit élevage, légumes, enfin une partie du maraîchage sur les terres à risque, non pas le chlordéconé, mais à risque. Ça passe pas. Et il y a quand même toute une partie des cultures légumières qui sont susceptibles d'être faites sur terre chlordéconée malgré tout. Donc, les hypothèses qu'on a faites, elles sont fortes, puisque, comme j'ai dit, c'était à SAU constante et sans échange de main-d'œuvre ou de terres entre les exploitations. L'intérêt du modèle, c'est qu'on voit que l'autonomie, enfin, le besoin d'autonomie alimentaire ou une volonté d'autonomie alimentaire, ça soulève des problèmes qui sont loin d'être négligeables sur les autres filières et au niveau sanitaire. Donc, il y a quand même des hypothèses qu'on pourrait travailler pour essayer d'éviter la déstabilisation des filières en place, notamment mobiliser de nouvelles surfaces agricoles en installant des jeunes notamment, ce qui permettrait aussi d'augmenter la quantité de main-d'œuvre au niveau agricole. Une autre piste pourrait être de travailler sur l'augmentation des rendements agricoles, c'est-à-dire pouvoir obtenir plus de production à moindre surface. Et on s'attend forcément, là on est en train de regarder ça, mais puisqu'on force le modèle à faire quelque chose qu'il ne fait pas actuellement, c'est que c'est pas optimal au niveau du revenu de l'agriculteur. Donc ça veut dire qu'on va certainement avoir enfin c'est même sûr, on va avoir des baisses de revenus d'agriculteurs. Ce qui pose quand même un problème qui est lui aussi loin d'être négligeable. Après, ce qu'on observe aussi, c'est qu'avec la disparition dans ces scénarios-là de la canne et de la banane, il y a des subsides loin d'être négligeables qui pourraient être dégagés pour soutenir le développement du maraîchage et de la culture fruitière. Et donc les perspectives de cette étude, parce que c'est pas encore tout à fait fini, on voudrait faire les analyses ACV de ces nouveaux assolements, c'est-à-dire qu'ils prendraient en compte non seulement la production de maraîchage comme de fruits et de tubercules et de bovins comme l'a montré Gabin, mais également l'impact d'une atténuation ou d'une disparition des autres filières. On est en train de regarder les impacts sur les revenus agricoles et la problématique sanitaire vis-à-vis du risque chlordécone. Et dans les semaines à venir, on va travailler avec des pratiques innovantes qu'on va mettre dans Mosaica pour voir à quel niveau on pourrait être susceptible de modifier les équilibres en modifiant les pratiques de production. Je vous remercie.